Il faut surtout que nous ne perdions pas trop de temps et que nous attaquions assez vite le vif de ce sujet avec ces personnalités qu'on va vous présenter et qui sont toutes très compétentes, chacune dans leur domaine. Le commissaire-priseur n'étant qu'une espèce de metteur en scène ou de chef d'orchestre d'une vente qui, en l'occurrence, concerne un domaine de l'art contemporain qui intéresse beaucoup de ceux qui sont présents parmi nous aujourd'hui, et ce que je comprends bien, sinon ils ne seraient pas là, mais qui, accessoirement, intéresse aussi le commissaire-priseur que je suis et son collaborateur Thomas Muller, qui est ici à mes côtés, avec qui nous partageons un intérêt extrêmement marqué pour l'art contemporain et ses aspects les plus avant-gardistes et les plus novateurs et les plus révélateurs de l'état d'esprit de la modernité, ou en tout cas de la civilisation dans laquelle nous nous trouvons insérés et à laquelle nous aimons participer. Donc je passe la parole moi-même tout de suite à mon expert de cette vente, qui est M. Arnaud Brumand, qui a beaucoup d'énergie, qui connaît bien les choses et qui a fait un très très beau travail et qui va nous présenter les différents intervenants de cette table ronde qui n'est pas vraiment ronde puisqu'elle est une tribune à peu près rectiligne. Eh bien, je nous souhaite une excellente matinée. Merci d'être venus à tous. Merci maître. Donc je suis l'expert de la vente qui aura lieu le 29 janvier à Drouot, donc en face, en salle 15. L'exposition sera la veille, le mardi 28 janvier. Et nous sommes heureux dans cette exposition, dans cette vente, de collaborer avec Souvenir from Earth, le site internet, la chaîne de télé créée par Marcus Kreiss, ici présent, et avec son aide, et c'est d'ailleurs même le principal organisateur de cette table ronde, nous nous réunissons maintenant sur le constat et l'avenir, les problèmes ou les non-problèmes sur l'art vidéo. Voilà, donc les intervenants sont derrière moi. Je donne la parole à Monsieur Kabiche, qui est notre médiateur et qui va présenter toutes les personnes. Voilà, moi compris. Bon. Bonjour tout le monde et merci d'être venu. Je vais vous présenter au début tous les intervenants qui sont ici et je commence tout à gauche de moi par Madame Pascale Casagno, qui est critique d'art, qui est aussi responsable des fonds audiovisuels et nouveaux médias au Centre national des arts plastiques. Et juste pour faire expliquer ça un peu plus précis, peut-être vous pouvez dire vous-même qu'est-ce que vous faites concrètement. Oui, bonjour. D'abord, rappeler que le Centre national des arts plastiques est un des établissements publics du ministère de la Culture. Donc le Centre national des arts plastiques est le ministère de la Culture. Et au sein de cette institution qui comporte deux grands départements, le département des collections acquisitions, le département du soutien à la création, qui sont très transversaux. D'une part, j'ai la charge de la collection, on dira audiovisuelle, parce que ça concerne aussi bien l'art vidéo, la vidéo que des objets multimédia ou son, sonores, enfin toute la chaîne électronique finalement des arts du XXe siècle. Et puis dans la partie plutôt soutien à la création, il y a aussi une commission d'aide à la production, donc Image Mouvement, également pour un corpus d'œuvres filmiques, on dira, ou vidéo. Voilà. À côté, il y a Gabriel Soucher. Il est le directeur de Vidéoforme et commissaire d'exposition. Vidéoforme, c'est un festival d'art vidéo qui est à Clermont-Ferrand. Et vous fêtez un anniversaire, je pense, cette année ? Exactement. Enfin, on prépare la 29e édition. Donc, nous sommes des témoins un peu privilégiés de ce courant qu'est l'art vidéo. Nous, en dehors du festival, nous avons une revue qui est consacrée aux œuvres et aux événements d'art vidéo, et ainsi que des archives numériques. Je pense que nous aborderons peut-être cet aspect-là aussi. Nous sommes producteurs parfois et diffuseurs avant tout. Merci. À côté, Norbert Hiller, professeur des universités, il s'occupe de l'art et des technologies spécialement. Il est professeur à Nice, il est professeur à Paris. Non, je suis directeur de recherche à Paris.
Juste le micro. Non, je voulais simplement préciser qu'à Paris, je suis professeur d'université, mais à Paris, je suis directeur de recherche au laboratoire de sciences de l'art de la Sorbonne. Voilà. J'étais sûr, j'ai fait une erreur, excusez-moi. Bon, à côté, c'est Maître Hadi, avocate au barreau de Paris, spécialiste des problématiques juridiques. Je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup des gens, parce que ça, c'est un champ de travail énorme pour l'instant. C'est-à-dire, si j'achète une œuvre d'un artiste, je le monte sur Twitter, et après je me retrouve en prison et vous intervenez, c'est ça? Absolument. Ah, absolument. Je crois que l'œuvre vidéo est une œuvre comme une autre, dans le sens où elle est protégée par le droit d'auteur. On est dans un beau pays de ce point de vue-là, qui protège les artistes. Et effectivement, ce n'est pas parce qu'on a la propriété d'une œuvre vidéo, on le verra, que pour autant on a le droit de la diffuser, de la reproduire, etc. Merci. À droite de ma part, excusez-moi, c'est Michel Nouritsani. Vous êtes écrivain, vous êtes critique d'art et littéraire, commissaire des expositions. Et vous avez écrit aussi un article dans le catalogue qui est très intéressant parce que vous dites là que c'était pas seulement une révolution technique au début qui a créé l'art vidéo, c'était aussi dans l'air du temps à l'époque. Alors moi je dirais que je suis un amateur d'art. Et je m'arrêterai là, parce que je crois que ça recouvre à peu près tout ce qui m'intéresse. Mais j'ai organisé pas mal d'expositions vidéo, beaucoup en Asie, un peu dans les pays baltes ou en Afrique. En France, j'en ai organisé au Frénois, une grosse exposition qui s'appelait « C'est pas du cinéma ». C'était une façon d'ailleurs de définir la vidéo par rapport à ce qu'on croit être son petit frère ou son cousin, mais c'est pas du tout du cinéma. Et après, j'en avais organisé une autre de vidéo chinoise. La vidéo chinoise est une vidéo très intéressante à la Maison européenne de la photographie et aussi au CAPC de Bordeaux au temps de Froment. Merci. À côté, Markus Kreis, qui va me protéger parce qu'il est aussi allemand. Markus est artiste. Markus est aussi le directeur fondateur de Souvenirs from Earth. Souvenirs from Earth, c'est une chaîne qui diffuse des vidéos d'artistes 24 heures sur 24. Mais peut-être, Markus, tu peux expliquer un peu plus ce que c'est Souvenirs from Earth? Voilà, le projet est né parce qu'à un moment donné, j'ai fait des études de cinéma après de Beaux-Arts et j'étais peintre, grande toile, classiquement à l'huile. Et à un moment donné, je cherchais quelque chose entre les deux. J'appelle ça video painting, donc le concept, et transformer l'écran, qui est un peu présent partout, en œuvre d'art, mais qui bouge et qui remplit l'écran comme un peintre pense sa toile, et pas du tout ce qu'on connaît par la télévision, ça veut dire une sorte de son illustré par les images, et ça n'existait pas. Il n'y avait pas vraiment de plateforme, donc à un moment donné, j'ai créé une chaîne de télévision. Apparemment, il y avait beaucoup d'intérêt, où c'était mûr, parce qu'il y a énormément d'artistes qui, aujourd'hui, après 7 ans, sont venus dans notre catalogue. On a, je crois que, près de 6000 références. On peut voir la chaîne en France partout dans les box ADSL. Et je suis ravi qu'aujourd'hui, on se pose la question sur l'avenir de l'art vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dans l'ombre, et notamment d'ordre juridique. Et je crois qu'une fois qu'on a résolu le problème pour les collectionneurs de savoir ce qu'ils achètent vraiment, ma théorie est que le marché va enfin démarrer, et peut-être aussi avoir en conséquence, avoir des vrais budgets pour la production de vidéos. La vidéo, c'est comme le film, c'est une industrie, il y a certains budgets nécessaires. La peinture, ça beaucoup moins. Et peut-être, la théorie, c'est que si ça démarre,
on peut peut-être s'attendre à des choses qui dorment dans la tête des artistes, mais qu'on ne rend pas visible parce qu'il n'y a pas d'économie suffisante pour l'instant. Merci Marcus. Et on a un vrai, comme j'ai appris ce matin, un vrai joint venture, c'est-à-dire un couple collectionneur. C'est Madame Isabelle et Jean-Conrad Lemaître, qui sont connus comme grands collectionneurs d'art vidéo. Et pourquoi vous faites ça? Pourquoi pas? Je vais mettre un superlatif à ce qu'a dit Michel Norizzani. On est des amateurs d'art, mais passionnés et militants pratiquement. Ayant vécu à l'étranger 32 ans pour la carrière de Jean Conrad dans la banque. Donc ça nous a permis à chaque fois dans chaque pays de trouver une famille, la famille de l'art. Et nous sommes arrivés à la vidéo à travers, je dirais, en commençant par la gravure, achetée d'ailleurs en vente aux enchères au début, à travers la photographie qui est l'image. Donc nous avons simplement suivi les artistes. Dans les années 90, nous avons acheté beaucoup de photographies et nous avons simplement suivi les artistes qui se sont précipités sur le médium de la vidéo, ou reprécipités parce qu'il y avait des moyens avec les nouvelles caméras plus légères et moins chères. Ce qui fait que pour eux, c'était une découverte ou une redécouverte, et que tout simplement, quand nous avons par exemple acheté la première vidéo de Gillian Waring, dont nous connaissions les photos, tout simplement été attirés, étant movie freaks, comme on dit à New York depuis toujours, amateurs de cinéma, par l'image en mouvement qui, en fait, c'était nos deux passions réunies, l'art et la vidéo, le cinéma. Voilà, je crois que c'est simple. C'est très simple, oui. Bon, avant je continue, je veux bien, il y a des gens qui sont là derrière, il y a 2 sièges ici devant, si vous voulez venir, c'est peut-être pour tout le monde plus agréable. Il y a quelqu'un qui ne veut pas monter jusqu'ici? Allez, osez. Bon. Il faut commencer tout au début, c'est-à-dire la question principale, c'est qu'est-ce que c'est art vidéo ou vidéo art? Là, la première question, Monsieur Hilaire, qu'est-ce que c'est vidéo art? Alors, je suis un peu embarrassé pour ouvrir ce débat par cette question-là, n'étant pas historien d'art. Mais si vous m'autorisez, je pourrais répondre par la négative. Mais je précise, ce serait plutôt à Michel Norizzani ou à Gabriel de répondre. Je ne sais pas ce que c'est l'art vidéo. Lui aussi, Tout ce que je sais, c'est que le XXe siècle, la modernité, dans la suite du cinéma expérimental, par exemple, s'est traduit par une formidable dissociation entre les supports de l'art et les œuvres d'art. En clair, le XXe siècle, à mes yeux du moins, consacre, à partir de Duchamp et d'autres, la non-coïncidence de l'œuvre et de l'objet. Il n'y a pas de coïncidence entre l'œuvre et l'objet. L'objet n'est pas nécessairement une œuvre d'art, c'est ce que montre par défaut le ready-made. Donc je dirais que l'art vidéo, il y a 2 manières de l'envisager. Pour le dire très simplement, donc soit on considère qu'il y a une continuité de l'histoire de l'art qui procède par concaténation et enchaînement de supports les uns dans les autres, et qu'on passerait de la peinture à la photo, puis de la photo à la vidéo, l'art vidéo, etc. Et donc il y aurait une sorte d'autonomisation de chaque médium. C'est un petit peu la thèse de Greenberg de l'autonomie de l'art. Soit, pour faire très court et très rapidement les choses, on peut considérer que, du fait de cette dissociation dont je viens de parler, bien au contraire, les artistes sont de plus en plus des plasticiens, dont la particularité est qu'ils s'intéressent non pas à un support spécifique, mais à une panoplie de supports, et que tel qui aujourd'hui fait la vidéo, demain fera une installation d'un autre type, demain utilisera de la graisse, et après-demain d'autres matériaux. Donc il y a une formidable dissémination des supports de l'art, et je pense que aujourd'hui, si l'on considère la spécificité du support vidéo et la chance qui, à mon avis, se dessine pour une réelle inscription dans le marché de l'art vidéo, à mon avis, selon moi, il vaut mieux le situer dans la perspective de cet essaimage, de cette dissociation des supports. Donc je ne fais pas du tout, on pourrait dire qu'il y a Namjoon Paik, Wolf Wolstel, etc. Ça, ce n'est pas ma spécialité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir dans quel monde nous vivons. Et nous vivons dans un monde dans lequel, d'une certaine manière, cette formidable dissociation, multiplication des supports et des matériaux de l'art
coïncide avec une multiplication des supports de diffusion, là c'est plutôt le médiologue qui parle, des supports de la pensée, des supports de l'information, des médias, des anciens et des nouveaux médias. Et je pense qu'aujourd'hui, penser l'art par spécificité n'a plus tellement de sens. Au fond, penser l'art par médium, en quelque sorte, n'a plus de sens, selon moi, puisque finalement, on peut très bien considérer qu'aujourd'hui, pour des raisons que j'exposerai peut-être tout à l'heure plus dans le détail, les œuvres sont multimodales. Un même artiste, je ne sais pas, Christo par exemple, peut faire une œuvre qui est une source, comme disait déjà Paul Valéry dans un texte magnifique qui s'appelle La conquête de l'ubiquité. Valéry disait, au fond, les œuvres sont des sources, des matrices, des programmes, qui ensuite se dessineront et se déclineront, s'actualiseront sous des formes et des formats extrêmement diversifiés. Et il se trouve que cette diversification des formats, des supports, des modes de circulation, de diffusion de l'art, de la pensée de l'art, coïncide avec une formidable dissémination des supports et une interopérabilité, une convergence des médias entre eux. Et donc tous ces phénomènes enchaînés les uns dans les autres font que je crois qu'aujourd'hui, en quelque sorte, pour dire les choses de manière un peu métaphorique, la mayonnaise est telle qu'elle peut prendre en ce qui concerne cet art-là, parce que la situation est mûre. Le mot de maturité a été employé récemment. Je pense qu'elle n'a été pas il y a 15 ou 20 ans, elle l'est aujourd'hui. Mais on y reviendra peut-être. Donc je n'ai pas du tout répondu à la question, je suis désolé. D'accord. C'est-à-dire il y a visiblement beaucoup de définitions, même des non-définitions de vidéo art. Et vous avez un autre ? Moi, je voudrais d'abord émettre un regret qu'à cette table, il n'y ait pas d'artiste. Merci. Ah, pardon. Parce que je voyais Bérangère Hénin là-bas et ça m'aurait fait plaisir qu'elle soit avec nous. Excusez-moi. Je ne connais pas tous les artistes vidéo. Pour la définition, je dirais comme Winston Churchill, qui était prix Nobel de littérature, comme vous savez, et qui disait un éléphant, c'est très difficile à définir, mais tout le monde sait ce que c'est. Donc un peu pour la vidéo, j'ai envie de dire un peu la même chose, mais ça c'est un petit peu beauté en touche. Je pense que ce qui est important de dire pour la vidéo, c'est qu'en effet, c'est extrêmement différent du cinéma. Le cinéma, c'est un art narratif. C'est-à-dire que ça s'inscrit dans le temps. Vous avez un début, une fin et un développement. Pour la vidéo, j'aurais envie de dire que c'est exactement le contraire. C'est plus de l'ordre du fragment, un fragment de réalité qui s'extrait de la narration et qui est plus du côté du poème que de la nouvelle. On a envie de dire le cinéma, ce serait le roman et la vidéo, une nouvelle. Je crois que pas du tout. La comparaison, si on poursuit cette comparaison de l'ordre littéraire, ce serait plutôt du côté du poème, qui est quelque chose, non pas de figé, mais un fragment. Un fragment. Et c'est ça, à mon avis, qui le différencie le mieux. Parce que si vous voulez, quand on regarde l'histoire de la vidéo, la première vidéo, c'est celle de Nam June Paik ou de Vostell en 62. Mais la vidéo s'est vraiment développée dans les années 90 surtout, et notamment en Chine. La vidéo de Vostell et de Nam June Paik, c'était pas exactement la vidéo telle qu'on la conçoit aujourd'hui. C'était un travail sur le poste de télévision lui-même, sur ce poste en tant que poste lui-même. Tandis qu'aujourd'hui, c'est sur un tout autre support que ça se passe. J'aimerais dire aussi une autre chose qui me paraît importante, c'est la vidéo maintenant se diffuse au moins de deux façons différentes. D'une part sur un poste de télévision qui soit plat ou en volume, et d'autre part en projection. Et là, je crois qu'il y a un peu une ambiguïté avec le cinéma, parce qu'on se retrouve dans une salle plongée dans le noir, avec un écran qui est plus grand que vous, comme celui du cinéma,
avec des sièges qui vous empêchent de bouger. Et je pense que la vidéo qui m'intéresse, moi, c'est justement un écran plus petit, autour duquel on peut bouger, et c'est pas du tout du cinéma. Bon, pour peut-être encadrer un peu plus, il faut dire que Video Art, c'est une histoire de 50 ans et pas plus. C'est-à-dire, comme on a appris aujourd'hui aussi, c'est 62-63, sont été deux artistes qui sont, on sait aujourd'hui, qui sont créés ce domaine. Et souvent, c'est lié avec le développement technique. C'est-à-dire, on a dit, à cette époque-là, on a eu les premières caméras numériques, les premières caméras portables, les premiers lecteurs numériques, tout ça. Mais il y a, et ça m'intéressait énormément dans votre article, c'est-à-dire c'était aussi une époque dans notre société où certains gens sont battus contre certaines œuvres conservateurs. C'est-à-dire, il faut le voir aussi dans le sens que c'était une petite révolution contre le tableau, contre la peinture, de peindre dans une autre manière. Ça, juste pour expliquer ça. Et aujourd'hui, 50 ans après, on est dans un plein développement où cette enchère entre comme une première enchère de art vidéo en France. Et on ne sait pas du tout où on va. Et là, on va peut-être continuer. C'est-à-dire, c'est le ministre de la Culture qui soutient aussi la production de vidéos, qui fait aussi une collection. Ou comment vous jugez c'est art ou c'est l'art décoratif? Tout d'abord, ça ne se passe pas tout à fait comme ça, et d'autre part, ce n'est pas le ministre ou la ministre qui choisit, c'est tous les établissements du ministère de la Culture, les musées notamment, par exemple le Musée national d'art moderne, et les nombreux musées aussi sur le territoire français, quelle que soit leur modalité de rattachement à l'État, peu importe, mais bon voilà, donc c'est pas un champ unifié. De toute façon, déjà, on n'arrive pas à définir l'objet dont on parle, donc il est pas du tout non plus unifié dans les procédures soit d'acquisition, soit de production, mais c'est vrai que ce qu'on peut dire, effectivement, le domaine a été un peu défini, on pourrait le redéfinir autrement, mais je pense que là, tout a été quand même dit, finalement, par ces intervenants. Mais par contre, moi, je préférerais peut-être dire quelles sont les questions qui se posent aujourd'hui concernant ce champ complètement ouvert, hétéroclite et historique aussi, parce que ce champ-là, il est traversé par toute une histoire. Effectivement, ça commence par la critique non seulement du poste de télévision, mais des médias aussi. C'est une position, il y avait une position politique importante, et puis aussi dans un champ de l'art performatif. Donc il faudrait aussi replacer cette histoire de la vidéo dans un champ plus élargi de la contemporanéité des années 50, 60, etc. Mais on ne va pas peut-être le faire ici. En revanche, aujourd'hui, il y a plein de questions qui se posent de manière assez cruciale, et elles sont partagées vraiment par tous nos collègues, c'est-à-dire qu'en est-il finalement aujourd'hui de la conservation de la vidéo des origines, des questions de conservation, et puis surtout la question des droits. Parce que là, je viens de parcourir rapidement ce catalogue, et je vois des objets totalement hétéroclites. Je sais pour certains que ce sont des éditions, pour d'autres des constats de performance peut-être, d'autres des œuvres plus monumentales dans la tradition de l'art vidéo. Enfin voilà, donc déjà, je pense que ces questions-là, elles nous renvoient évidemment en permanence au contenu des œuvres, mais en même temps quand même à leur statut. Et pour terminer, si il y a peut-être un peu une sorte d'indécision aujourd'hui, c'est parce que malgré le fait qu'on soit en 2014, on a l'impression qu'on est un peu en 2014 ou en 1914, parce que en fait on est face à un territoire de l'immatériel. Bon, ça continue un peu à troubler les esprits, qu'il y a bien la dissociation entre les supports et les œuvres aussi, mais d'une autre manière que cela a été évoqué. La question des droits aussi, et puis la question des exemplaires. Enfin, on est face aux multiples, aux reproductibles et à l'immatériel. Et ça, c'est une question qui est évidemment partagée par la photographie, le cinéma, la vidéo. J'ai maintenant un peu peur qu'on a à la fin que des questions et aucune réponse. Pardon, qu'est-ce que vous avez comme définition juridique d'une vidéo d'art ou d'un art vidéo? Alors,
Alors déjà, le droit français s'explique comment ? On a le code de la propriété intellectuelle qui définit les œuvres de l'esprit. Les œuvres de l'esprit se définissent par leur originalité. Donc on est face à une œuvre de l'esprit protégée par le droit d'auteur quand on est face à de l'originalité. Après, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art? On a, assez bizarrement, c'est le Code général des impôts qui nous donne des informations. Tout d'abord, il y a un article du Code général des impôts qui définit les œuvres d'art. Beaucoup de typologies d'œuvres d'art, puisque ça passe de la sculpture, la gravure, le dessin, la photographie. Elle définit, c'est un décret de 1995, et c'est intéressant, qui dit, voilà, on a une œuvre d'art, une photographie est une œuvre d'art dès lors qu'elle est limitée en nombre d'exemplaires. Et évidemment, le nombre d'exemplaires, par exemple, pour la photographie, c'est 30. Il a été considéré que si un artiste vendait plus de 30 exemplaires d'une photo donnée, on serait dans la reproduction. Ça impacte sur le plan des impôts. Pourquoi le Code général des impôts intervient? Parce que cela impacte sur la TVA applicable, etc. Peu importe. Le fait est qu'on a une définition d'une œuvre d'art à travers ce Code général des impôts. La disposition qui date de 1995 ne parle pas des œuvres vidéo. En 95, c'était sans doute un peu trop tôt. Plus tard, intervient, et là je ne connais pas la date, une disposition qui a à voir avec la TVA, où là c'est intéressant, parce qu'on nous parle d'œuvres audiovisuelles sur support numérique ou analogique, dans lequel il y aurait un TVA, le taux de TVA réduit, celui qui s'appliquerait donc aux artistes, et donc on peut penser qu'il s'agit là de l'œuvre vidéo. Et il nous a dit quoi? Il nous a dit qu'il y a œuvre vidéo donc constitutive d'une œuvre d'art dès lors qu'on est dans un tirage limité à 12 exemplaires. Ça, c'est la première condition qui est posée. Donc il faut qu'il y ait une œuvre limitée à 12 exemplaires. Et puis une deuxième condition qui est posée, il faut que l'œuvre soit signée et numérotée de l'artiste ou qu'il y ait un certificat d'authenticité. Donc, à mon sens, on est cette précision qui est apportée donc par le Code général des impôts, c'est presque un peu triste, mais c'est comme ça. On a une définition de l'œuvre vidéo, jusqu'à quel moment elle est œuvre d'art. Voilà. Il faut qu'elle soit numérotée, limitée, avec un certificat d'authenticité. C'est un peu la problématique qu'on a trouvée pour la photographie. Et la photographie, la question s'est posée, ce sont des œuvres qui ont cette originalité-là, c'est que finalement, quand on reproduit un DVD ou autre, on a la même qualité et le même but atteint que dans une reproduction qu'avec l'œuvre originale, ce qui n'existe pas en peinture. Même si on a un faussaire, même si on a une reproduction de qualité, même si on a de la lithographie, ce n'est jamais la même qualité que l'œuvre première, l'œuvre originale. Ici, avec un DVD, on a des moyens de copie qui sont d'une efficacité totale, avec une qualité de l'œuvre qui est identique à l'œuvre créée par l'artiste. C'est un peu la différence, mais c'est une différence qu'on retrouve, une problématique que l'on retrouve de façon totalement identique avec la photographie, même si c'est un peu plus compliqué forcément d'avoir un beau tirage, néanmoins c'est un peu la même idée. Donc bizarrement, étrangement, c'est le Code général des impôts qui nous donne un axe. Il semblerait voilà, au-delà de 12 exemplaires, si l'œuvre n'est pas signée, on n'est pas face à une œuvre d'art au sens du Code général des impôts. Merci. Juste pour dire quelque chose d'organisation, c'est-à-dire on va faire un tour de table et après vous pouvez poser des questions parce que je vois il y a déjà des questions, mais juste avant vous, je vais demander... Je vais apporter une petite précision sur ce point-là pour dire qu'il y a à la fois, c'est un peu en réponse à notre précédente interlocutrice sur le plan juridique, ce type de problématique ne peut pas être posé uniquement d'un point de vue qui serait juridique ou culturel ou technique. On est en présence d'un phénomène, d'un processus complexe
à propos du marché de l'art, qui met en jeu des éléments à la fois culturels, techniques, juridiques, etc., etc. Donc en fait, la continuité de la photo, oui, dans la mesure où il s'agit de multiples, dans la mesure où la photo est aussi un art industriel, on pourrait dire. Hein, je renvoie au texte de Benjamin à ce sujet. Mais c'est une reproduction mécanisée, contrairement à la lithographie d'une certaine manière. Mais en même temps, la question du numérique change la donne, par le fait que justement elle réalise cette dissociation dont je te parlais tout à l'heure entre le code, le programme numérique et ensuite son actualisation dans un support quelconque. Et de ce fait même surgit une autre question qui se pose différemment, selon moi, entre photographie et vidéo numérique aujourd'hui, c'est la question qui a déjà été soulevée de l'obsolescence. De l'obsolescence de quoi ? Du code source? Non, il n'y a pas d'obsolescence. La technologie numérique, contrairement à la technologie analogique dont relève la photo, est une technologie exacte. Elle est pérenne, elle est éternelle, elle est d'une durabilité, elle est inscrite dans la dureté des mathématiques, d'une certaine manière, de la pensée logique et formelle. Elle est dans la dureté des formalismes. Elle n'est pas obsolescente. Donc la question centrale, à mon avis, est la question de la transférabilité des supports, de l'actualisation des œuvres qu'on peut acquérir ou pas dans tel ou tel média. De ce point de vue-là, je m'excuse, mais je m'inscris un peu en faux par rapport à ce qui a été dit. Il n'y a pas d'un côté le cinéma, de l'autre la vidéo qui serait l'autre de la culture cinématographique. D'abord parce qu'aujourd'hui, je pense que le marché de l'art, le marché tout court, le monde devenu marché global, est capable d'accepter toutes les contre-cultures. Il n'y a plus donc de pensée ou de réalité de l'art critique aujourd'hui, et depuis un certain temps déjà. Et dans ce sens-là, je ne peux pas dire qu'il y aurait d'un côté, même si vous avez raison, Michel, en un sens, il n'y a pas d'un côté le poème et de l'autre la nouvelle ou le roman. Je pense que c'est plus complète, s'il y a de la narrativité à l'œuvre dans certaines pièces d'art vidéo, de la même manière qu'il y a des poésies cinématographiques chez Pasolini ou autres, etc., même si elles sont organisées en récit. Donc en fait, je pense que les questions se sont complexifiées et qu'il faut articuler, c'est ça le plus difficile, c'est pour ça qu'on est tous très prudents, les questions de technique, les questions de droit, car le droit d'auteur, il évolue aussi à l'échelle internationale. Le droit du multimédia est un vrai sujet, un vrai problème dans ce pays en particulier. Il y a aussi les questions interculturelles, pardon de le dire, mais pourquoi le marché de l'art vidéo, c'est pas vous qui me contredirez, se porte-t-il mieux en Chine qu'il ne se porte en France ou ailleurs? Pourquoi les artistes chinois font dans le second marché des ventes assez exceptionnelles et pourquoi ce n'est pas le cas ici? Il y a donc des questions de culture, des questions d'atavisme par rapport aux industries et aux arts industriels. Moi je crois que la vraie question, pour le résumer d'un mot, ce serait qu'au fond, on est dans un devenir, moi ce que j'appelle le devenir allographique de l'art contemporain. Ça veut dire quoi, de manière très succincte? Ça veut dire que l'industrie, le capitalisme consacre la dissociation des tâches de conception et des tâches de réalisation d'exécution. Nous avons des arts comme la musique ou comme l'architecture qui procèdent de l'allographie, c'est-à-dire qu'il y a une partition, une maquette, un plan, et puis une réalisation. Et de plus en plus, les grands artistes d'art contemporain, Jeff Koons ou Takashi Murakami, sont des gens qui font des plans, des maquettes, des modèles, et ils les font exécuter dans des véritables ateliers-usines. Et je pense qu'il faut prendre la question des œuvres d'art aussi à la lumière de ce devenir industriel du monde tout court. Voilà. Est-ce que je peux vous demander si vous contactez votre comptable et votre avocate avant de vous acheter une vidéo? Alors, je ne vais même pas répondre à la question. Mais je vais peut-être, comme je l'ai fait il y a un instant, parler des artistes. C'est-à-dire que là, à cette table, on ne parle pas des artistes. Et je pense que c'est extrêmement important de penser aux artistes, sauf Michel, oui, de penser aux artistes. Et comme je disais, à ce qu'ils ont envie de faire. Donc nous, et les musées, enfin les gens qui sont intéressés et qui achètent, et c'est l'idée puisque ça va être une vente aux enchères, donc il faut motiver les gens à acheter de la vidéo plutôt que de parler des complications de la vidéo. Moi je voudrais simplement dire qu'on a passé 10 ans, les 10 dernières années, à la plupart de notre temps à défendre la vidéo. Donc il y a plus que des questions juridiques, etc. Il y a l'envie de suivre les artistes, le fait qu'ils créent de la vidéo
alors qu'ils ont travaillé sur le support photo, maintenant ils utilisent le support vidéo, est passionnant, et que on peut acheter de la vidéo sans consulter son avocat, en commençant peut-être à acheter des artistes jeunes pour que ce soit abordable quand on peut les rencontrer, et que c'est la grande importance, je trouve, du débat et de l'amour de la vidéo quand on y croit. Ça passe par les artistes. Voilà. Peut-être que j'ai encore un mot à ajouter. Juste un petit mot pour compléter. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des objections par rapport à l'acquisition d'œuvres immatérielles, enfin de vidéos. Je pense qu'il y en a beaucoup qui tombent. Je vais vous dire, la première, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'objet. Bon, ben, il n'y a pas d'objet, effectivement, c'est immatériel. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais enfin, bon, c'est comme ça. Et la deuxième chose, c'est multiples. Bon, les multiples, ça existe. Je crois que c'est Pascal qui a dit ça. Les multiples, ça existe depuis longtemps. Hein. C'est pas une histoire nouvelle, donc il ne faut pas non plus se réveiller en disant c'est un multiple. La troisième chose, enfin, il y en a en sculpture, il y en a en photo, il y a Andy Warhol en a fait. Enfin bon. Et puis, troisièmement, il y a l'histoire du copiage. Bon, écoutez, très franchement, je crois qu'il ne faut quand même pas exagérer. Si vous avez une copie d'une œuvre, vous allez dans une salle des ventes, vous ne la vendrez pas. Parce que pourquoi? Parce qu'on vous demandera un pedigree. Si vous arrivez avec une copie, on vous dira qu'est-ce que c'est que ce truc. Si vous n'avez pas de pedigree, vous n'avez pas de certificat, vous n'avez rien, c'est pas la peine de vous présenter. Donc toute cette histoire de copie, qui est une préoccupation du collectionneur qui a peur que son œuvre soit dévalorisée, moi je pense que c'est un peu, enfin c'est pas très dangereux. Le dernier point qui est probablement le plus important, c'est la conservation. Mais je pense que la conservation, c'est une question d'être sur des sources ouvertes, enfin des masters ouverts, enfin des technologies ouvertes. Et finalement, quand une technologie évolue et qu'il y en a une nouvelle, ben vous faites un transfert, vous faites ce qu'on appelle une migration. Et on fait une migration. Nous, on nous a dit que c'était tout ça, c'était très très compliqué. Finalement, moi, j'ai jamais eu, enfin, je ne suis pas soucieux par rapport à la conservation. Bon, on est passé de l'analogue. Alors après on est passé au numérique, maintenant on est passé au disque dur, et maintenant il y a une nouvelle technologie dont on m'a parlé le Reina Sofia, le Frénois et autres, ça s'appelle le LTO, il paraît que c'est encore mieux, mais c'est une vieille technologie informatique, hein, ça date d'il y a 10 ans, mais ça n'empêche que ça permet une conservation plus longue. Donc il y a à mon avis, ce qui est intéressant dans la conservation, c'est qu'il y a une pérennisation, enfin avec l'évolution technologique, il y a une pérennisation de plus en plus longue, c'est bien, voilà. Et le dernier point, bon, pourquoi est-ce qu'on aime la vidéo? Parce qu'on ne peut pas parler uniquement des objections et du fait que ces objections ne sont pas sont moins valides que dans le passé. Pourquoi est-ce qu'on aime la vidéo? Parce que, bon, premièrement, je crois que, comme disait mon épouse, les artistes, ils sont une gamme de supports qu'ils peuvent utiliser, et selon l'œuvre qu'ils ont dans la tête, ils vont utiliser un support. Ça peut être la vidéo, ça peut être la sculpture, ça peut être... Bon, il n'y a pas un support qui est mieux que l'autre, etc. Tout ça, c'est non. C'est le choix de l'artiste. L'autre chose, c'est, si vous voulez, pourquoi est-ce que nous, on aime la vidéo? Parce que on veut vivre notre temps, on veut vivre notre époque. Je pense qu'on est dans une époque d'image. Toute la jeunesse, tous les gens qui sont nés, enfin la génération de mes enfants, ils vont être là-dedans. Hein, et il n'y a pas de doute que ça sera un public pour la vidéo, ça sera même un public de collectionneurs pour la vidéo, aucun doute. Ma génération, on est moins dans le coup. Moi, j'ai appris à utiliser un ordinateur quand j'avais 50 ans. Donc, on n'est pas Internet, images et toute la technologie moderne. Donc, à mon avis, il y a beaucoup d'espoir que les générations actuelles vont amener des troupes de collectionneurs. Le dernier point, pourquoi nous, on aime la vidéo? Parce que c'est la vie. Voilà, point. Bon, merci. C'était vraiment une manifestation de cette passion qui peut se créer aussi par les vidéos. Marcus, toi, tu as maintenant le poids lourd d'être artiste ici. Qu'est-ce que toi, le moment où tu fais une œuvre, tu réfléchis sur la question de protection de ton œuvre, de protection juridique, ou c'est la création artistique pure? Comment tu fais? Moi et les autres artistes, les milliers d'artistes qui sont sur la chaîne,
il y a un grand problème dans l'art vidéo aujourd'hui, qui est, je crois, d'ordre juridique. Moi, je parle de moi, mais je parle aussi au nom de tous les gens qui ont rejoint la chaîne, parce que finalement, Pascal a mentionné, il y a un élément dans l'art vidéo que je trouve extrêmement important, c'est la critique des médias. Nous, la chaîne, elle est née comme ça. Finalement, c'est un projet politique des artistes qui résistent, qui essaient de résister contre l'énorme machine industrielle de télévision, des cinémas, qui finalement nous nourrit d'images. Avant les médias électroniques, finalement, les images étaient un petit peu contrôlées par les artistes, et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est les publicités, c'est toutes sortes de manipulations. Mais les artistes essaient de reprendre un tout petit bout, de récupérer un tout petit bout de ce contrôle sur l'image et sur la nourriture d'image. Et la chaîne est un très bon outil. C'est pour ça que la chaîne a un grand succès parmi les artistes, parce que les artistes, finalement, ils sont dans une logique de donner le plus visibilité à leur œuvre. Si je fais un multiple d'une œuvre digitale, je crois que là, c'est le point qui se cristallise de cette discussion, il y a un problème. Et d'abord, c'est multipliable, on avait mentionné, mais aussi, ça limite quelque part la diffusion. Et là, il y a un son nombre énorme. Est-ce que je peux diffuser l'œuvre à la télévision ou sur Internet une fois que j'ai décidé de faire une édition des 3 ou des 5 ou des 10 ou non? Et cette zone d'ombre aujourd'hui, ça nous plombe le marché, ça nous plombe nous comme chaîne, parce que certains artistes, certains collectionneurs, ils ne savent même pas à quel niveau ils ont les droits ou non. Et je crois que là, c'est le point central de l'affaire. Parce que je ne peux pas, ou j'ai du mal comme artiste, d'essayer de résister aux médias, donc de faire ma critique des médias, donc d'exister contre toute cette superpuissance des télévisions, et en même temps gagner ma vie, parce que je dois finalement faire des multiples pour pouvoir sur le marché vendre mon œuvre. Je crois que ça, c'est un des points les plus essentiels, et là il y a quelque chose qui, je crois, demande une solution, et je crois que la solution va passer par une définition juridique. Je propose une solution, peut-être c'est pas la meilleure, mais je crois qu'elle tient le coup. Dans la vente, il y a une œuvre de moi qui est buy-out total. Ça veut dire, j'ai dit, vous avez les droits commerciaux et non commerciaux, ça veut dire l'artiste a les droits résiduels de l'auteur, mais le collectionneur sait complètement ce qu'il a. Il peut louer ça à la télévision, il peut faire des multiples. Au moins, la situation est claire. Et l'autre solution, on en a parlé au début avec quelqu'un dans le public, je crois que c'est une sorte de fichier central qui accessible partout au monde, comme ça on sait quelle œuvre est collectionnée par qui, par combien d'éditions, quels sont les droits, etc. Et si ça, sur un niveau international, on sait à quelle page internet, forcément une page internet, on va s'adresser pour savoir exactement ce qu'il en est de cette œuvre, cette zone d'ombre va avoir un peu disparu. Je crois que c'est deux débuts de solutions, et je crois que finalement, si on est aujourd'hui ici, c'est parce que apparemment tout le monde a envie que le marché grandisse, et je crois que là, il faut définir quelque chose bien avant. Bon, on entre là dans une problématique qui est presque la même avec tout l'Internet, tous les droits d'auteur, Adobe et tout ce qu'il est derrière. La question, c'est très simple. On va libérer tout ça, on va dire, bon, tout le monde a le droit de faire n'importe quoi, ou le contraire, on va créer des lois très très restrictives. Je ne suis pas sûre que tout le monde a le droit de faire tout et n'importe quoi. On a un droit d'auteur qui est assez simple. Le détenteur, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est détenteur. Ah, il marche pas très bien. On est détenteur d'une œuvre vidéo. Pour autant, on n'a pas, en tant que propriétaire de l'œuvre, les droits de reproduction et de représentation. En théorie, mais c'est vrai pour n'importe quelle œuvre, hein, le propriétaire d'une œuvre va, s'il veut diffuser l'œuvre qu'il détient, la porter à un musée à l'occasion d'une exposition, ou la diffuser sur Internet ou autre, dès
lors que ça sort de son cercle de famille, il doit demander à l'artiste son autorisation. Son autorisation au regard du droit moral, au regard de son autorisation de représenter et le cas échéant de reproduire l'œuvre s'il faut faire une copie de sauvegarde, etc. Donc a priori, celui qui va vouloir diffuser l'œuvre devra demander l'autorisation à l'auteur. Il n'y a pas pour moi de complexité ou de problématique juridique particulière à cette œuvre reproduite. Il y a une autorisation qui est donnée à l'artiste, qui va la donner dans un cadre qu'il déterminera. Et quand on achète une vidéo en tant que collectionneur, on achète le droit à la montrer. Ouais. Ça fait partie du prix. À la fin des années 90, on avait acheté une vidéo de Ruth Iman à Skopje, à Genève. On ne nous avait pas vendu la vidéo très chère et on ne savait pas à l'époque et on n'avait pas le droit de la montrer. Et on ne savait pas. À condition de payer des droits chaque jour. Donc à chaque fois on payait des droits. Mais maintenant, les vidéos, c'est inclus. Donc nous avons eu beaucoup d'expositions où nous prêtons. On demande évidemment à l'artiste, on lui en parle. Mais on a le droit de montrer, c'est inclus dans le prix. Donc pour que effectivement ce droit de représenter l'œuvre existe, il faut que ça soit prévu. Évidemment, vous en avez fait l'acquisition parce qu'il y a une cession du droit de diffuser l'œuvre qui vous est accordée en plus de l'objet support physique et support. Donc en théorie, la théorie c'est que quand on achète un DVD avec une œuvre vidéo, la théorie c'est que vous êtes supposé la regarder, la découvrir dans le cercle de famille, sauf si l'autorisation vous est donnée par l'artiste de la diffuser. Mais c'est parce que cette autorisation vous a été donnée contractuellement quand vous avez fait l'acquisition de votre œuvre que ce droit, il n'est pas automatique. C'est ce que je veux vous dire. La plupart du temps, ce qui se passe, c'est que si vous achetez à BDV ou à des sociétés de diffusion à New York ou à BDV en France, Bureau des vidéos, etc., ils vous donnent des œuvres qui sont illimitées. Ils vous donnent des œuvres qui n'ont pas de droit. C'est-à-dire que vous pouvez les regarder effectivement chez vous, mais vous ne pouvez pas les montrer. Enfin, vous pouvez les montrer en exposition, mais vous devez payer des droits chaque jour. Voilà. Et l'autre chose. Sur l'histoire de l'Internet. Tout à l'heure, on a parlé de la vidéo qui va dans l'Internet. Bon, effectivement, il y a des jeunes artistes qui sont très anxieux de montrer leurs vidéos pour avoir le plus de diffusion possible pour leur œuvre. Bon, c'est une façon de voir les choses. Mais d'un autre côté, ce qui se passe, c'est que s'ils vont sur Internet, ils ne savent pas où ils vont terminer. On entre dans Internet et puis après, on ne sait plus où on va. Alors ce qu'il faut faire, et nous on a fait des trucs sur Internet, moi j'ai projeté des vidéos d'artistes sur le site Internet du jeu de paume, j'ai projeté des vidéos d'artistes sur une chaîne de télévision en France, et les artistes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont donné des extraits. Ils donnent des extraits, parce que les artistes font attention à ça quand même. Hein. Peut-être qu'il y a quelques inconscients, mais la plupart font très attention à ce qu'ils font. L'autre chose, bon, alors donc extrait, ou alors avec des gros logos. Enfin, bon, on voit bien que on peut pas le montrer comme ça en exposition. L'autre chose, je reviens en arrière, c'est que quand on va montrer une œuvre d'un artiste dans une exposition de notre collection ou dans une exposition d'un musée, on va demander à l'artiste, on va lui demander comment il veut la voir son œuvre. Et si elle n'est pas présentée comme il le veut, soit ils arrivent à un compromis parce qu'il y a des problèmes techniques du musée, mais si ça ne marche pas, on annule. Hein. Moi, je ne veux pas qu'une œuvre d'un artiste soit présentée dans des conditions déplorables. Il n'en est pas question. C'est la protection qu'on doit donner à l'artiste. Bon, juste parce que je suis sûr il y a maintenant des gens qui ont peur d'acheter une vidéo d'artiste parce qu'ils disent bon, regardez ça dans ma chambre une fois par an et je n'ai même pas le droit de montrer ça à mes amis. C'est pas. Oui, c'est-à-dire je suis un peu caricatural, mais je veux bien dire, c'est-à-dire si vous êtes un amateur d'art, vous avez peut-être un plaisir d'avoir une vidéo à la maison. Vous savez
savez très très bien ce que c'est. Et moi, si j'achète un dessin, si j'achète un tableau, j'achète pas forcément pour le revendre ou pour montrer ça en public. Mais ça, ce sont deux manières de s'occuper aussi de vidéo-l'art. Il y a des collectionneurs et il y a des gens qui essaient de gagner l'argent même avec ça, même si c'est pour l'instant presque pas possible, mais on ne sait pas ce qui se passe avec ce domaine. Et il y a des autres qui sont des amateurs qui adorent ça. Mais on a quand même aussi une représentante d'un festival vidéo qui a peut-être aussi le problème, comment vous faites avec des projections? Je voulais juste poser une question. Est-ce que mes amis sur Facebook sont mes amis à qui je peux montrer une vidéo que je possède? Voilà, bon, juste pour rire un petit peu, mais bon. Oui, Vimeo, bien sûr. Juste je ne vais pas répondre tout de suite à votre question, mais je vais simplement dire que nous avons constitué des archives pour donner de la visibilité aux artistes. Et avec leur consentement, nous avons en ligne des vidéos qui sont très compressées. Donc ça évite une exploitation autre que celle d'un visionnement pour de la recherche ou pour se renseigner. Voilà, c'est le deal avec les artistes. Au début, quand on a commencé, ils étaient très frileux, justement, pourquoi on a peur de se faire voler la vidéo. Et puis par la suite, mais pourquoi tu ne mets pas les vidéos en haute définition? Parce qu'en fait, on a fait un beau boulot et tout ça, on aimerait bien que ça soit mis en valeur. Voilà les deux positions entre notre début et aujourd'hui. Comment est-ce qu'on diffuse les vidéos dans un festival? Je pars du même principe que Jean Conrad et Isabelle. J'essaie de faire plaisir aux artistes, de réunir les meilleures qualités possibles de projecteurs, de conditions de visionnement, pour les vidéos qui sont projetées dans une salle de type cinéma, je le dis bien. Et puis, pour les autres vidéos, ce sont des vidéos qui sont projetées dans une scénographie complexe où il y a des installations de divers types, divers modes de volume, d'espace, etc. Voilà le cadre dans lequel nous évoluons. Facebook oui ou Facebook non? Il n'y a pas eu de jurisprudence sur ce thème. On est dans le cercle de famille, c'est vraiment l'idée d'utilisation en bon père de famille de l'œuvre. On a fait l'acquisition d'une vidéo et on la partage avec ses proches. Si on a 1200 amis sur Facebook, on est un peu moins dans ce cadre-là. On est vraiment dans la communication au public, donc c'est un peu autre chose. C'était une blague, je crois. C'était une provocation, tout simplement. Du coup, j'ai oublié ce que je voulais dire. Il y a au niveau de la diffusion sur Internet quand même des sociétés d'auteurs qui essayent de récupérer des droits pour certaines vidéos. Le problème, c'est que la profusion de vidéos sur Internet, comment fait-on la différence entre une vidéo d'artiste et un concours d'euros ou de paix? C'est pas évident pour une société d'auteurs, par exemple. Donc il y a des sortes de chartes qui se mettent en place sur Dailymotion, sur YouTube. Et la SCAM, entre autres, essaye de récupérer des droits et de les reverser aux auteurs. Mais je ne sais pas si ça fonctionne très bien, encore. Je pense aussi, c'est, comme j'ai dit au début, 50 ans de vidéo, c'est-à-dire on est là dans un plein développement. Et si on regarde, par exemple, l'histoire des autres œuvres dans, par exemple, la photographie, aussi on regarde tous les droits à la télé, c'est-à-dire c'est quand même une histoire juridique qui est très très longue, jusqu'au moment où on a trouvé des manières de gérer tout ça. C'est-à-dire, peut-être là, dans quelques années, on a tous les autres supports, on a des autres manières de diffuser, on a aussi des autres lois, peut-être. Marcus ? Je peux rajouter, moi j'aime beaucoup la position de Jean Conrad, Isabelle et Marcus, parce qu'en fait, avant tout, il y a un rapport avec l'artiste et avec l'œuvre qui est essentiel. Et à partir de là, il y a un accord, tout bêtement. Après, c'est vrai qu'il faut trouver un cadre juridique. Vous l'avez trouvé, vous achetez les droits de monstration, l'œuvre, et vous diffusez. Voilà, moi, ça me paraît très clair. Le grand problème, et on va poser la question à notre avocate, Isabelle Lemaître collectionne donc une œuvre, elle peut le montrer, apparemment, ce que j'ai compris. Donc ça s'appelle, je crois, les droits non commerciaux. Mais elle peut peut-être pas les montrer sur une chaîne de télévision, qui est commerciale. Et sur Internet, je crois que c'est entre deux et on ne sait pas trop. Il y a un problème. Il a répondu. Il y a un problème. Mais il y a un problème
montrer de l'art vidéo. Il y a, je crois, même pas une semaine dans Die Zeit allemand, il y a un article assez virulent qui dit, voilà, on a des expositions avec 7 vidéos qui durent 30 minutes. Et on arrive 1 heure avant la fermeture, on sait qu'on ne va pas terminer l'exposition. La vidéo, c'est pas comme la peinture, c'est pas comme la photo, il faut du temps pour la regarder. Donc depuis toujours, il y a un problème de montrer la vidéo parce qu'il faut prendre 2 heures pour une vidéo qui dure 2 heures pour vraiment l'apprécier. Oui, mais bon, il y a du tout. Mais avouez que combien de temps est-ce qu'on se retrouve dans une exposition a priori intéressante, mais on sait qu'on ne va pas tout voir. On fait une diversité de vidéos courtes et de vidéos un peu plus longues. Comme ça, les gens ne se fatiguent pas et ne s'épuisent pas avec des vidéos interminables où ils se disent « bon, j'attends pas la prochaine parce que c'est trop ». Je suis complètement d'accord, c'est-à-dire, j'ai lu cet article aussi, à la base c'est un faux problème, parce que je ne peux pas dire il faut ouvrir les musées 24 heures sur 24, parce que je veux voir la Mona Lisa, la Joconde, 5 heures le matin, et je n'ai pas le droit, je ne peux pas. C'est-à-dire, si je veux regarder une vidéo, il faut que je m'approche le moment, je peux le faire, et il faut que je prenne le temps. Et comme vous dites, c'est aussi au commissaire des expositions de trouver des moyens de faire des installations qui sont adaptées à cet médium. Mais avant, on continue ici et on s'enclose un peu sur les questions. Je veux bien commencer parce que vous avez posé une question, ou vous voulez poser une question à un certain moment. Allez-y. Merci. Oui, je voudrais poser une question pour... on a parlé on du... On peut faire le micro un peu plus fort. Hein. Oui. Oui, allô? Ah, c'est bon. On a parlé du droit d'auteur et je voudrais en savoir plus sur le droit du propriétaire de l'œuvre qui l'achète. On est propriétaire de quoi exactement? Je ne parle pas d'œuvres photographiques, de choses comme ça, je parle uniquement totalement numérique. Quelque chose donc qui est duplicable, mais surtout qui est dématérialisé. Donc on est propriétaire de quoi exactement en fait? On est propriétaire on est propriétaire du support physique sur lequel est reproduite l'œuvre et du droit de le voir dans ce cercle de famille. On n'a pas, mais voilà, on est propriétaire que de cela. A priori, sauf ce que nous ont expliqué nos amis, c'est sauf si l'artiste a prévu le droit de montrer, etc., on n'a pas les droits d'auteur, donc les droits de reproduire et diffuser l'œuvre, sauf dans le cas... Non, je veux dire, sauf dans le cas où c'est prévu. Mais dites pas qu'on ne les a pas. Non, la loi, c'est le principe juridique, c'est qu'on ne les a pas. Sauf si c'est prévu contractuellement, le principe. Mais c'est exactement comme une œuvre d'art. Comme un tableau, demain vous achetez un tableau, vous allez le mettre dans votre salon. Vos amis vont l'apprécier. C'est pas pour autant que vous avez le droit de l'emmener à une exposition au jeu de paume sur l'artiste. Vous allez demander à l'artiste... Si qu'on peut prêter un tableau. Écoutez, moi, j'apprends ça. On a prêté autre chose que des... On a prêté à plein de musées. On prête... Alors... Non, je vous confirme, vous pouvez prêter, mais il faut l'autorisation de l'artiste. Il faut l'autorisation de l'artiste. Il y a toujours des ayants droit, il y a toujours... Le principe, c'est celui-là. Après, la réalité, la pratique, je ne sais pas comment ça se passe dans les musées quand il y a une exposition, si l'autorisation... Non. Allô. Je me permets de vous interrompre tous ici, et parce que j'aimerais répondre à ce monsieur d'une façon très précise. C'est moi qui organise la vente, je suis le commissaire-priseur et j'ai le souhait que les choses que nous allons vendre aux enchères soient achetées par des clients et des collectionneurs. Alors, on parle ici de vidéo. Et alors, ce que j'ai bien compris et ce que j'ai trouvé remarquable tout à l'heure, en entendant parler tous ces messieurs qui ont abordé le problème de la vidéo dans sa plus grande complexité, dans sa plus grande, les plus grandes ouvertures que ce médium offre, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue juridique, que d'un point de vue de la conception, etc. Qui peut le plus, peut le moins, n'est-ce pas ?
Donc, ce que vous pouvez faire avec la vidéo, c'est beaucoup plus que ce que vous pouvez faire avec un dessin ou avec un tableau. Mais c'est pareil, il y a une patrimonialité, et c'est la question que vous posez. Qu'est-ce que j'achète quand j'achète une vidéo? Vous achetez un droit, vous achetez, et ça existe depuis très longtemps, les artistes minimaux, Laurence Wiener par exemple, quand vous achetez une œuvre de Laurence Wiener, vous achetez un certificat de Laurence Wiener qui est une feuille de papier sur laquelle il est écrit que vous avez le droit de reproduire une phrase, que vous pouvez peindre à la dimension que vous voulez, dans les caractères que vous voulez, à l'endroit où vous le voulez, mais à condition que ce soit la phrase qui est indiquée par Laurence Wiener. Il signe son certificat, vous le mettez dans la doublure de votre poche si vous êtes à Vienne en 1930 et que vous voulez filer à Londres ou à New York, et personne à la douane ne va vous embêter avec ça. Néanmoins, ce que vous avez dans la doublure de votre pyjama, ça vaut beaucoup d'argent. C'est comme les pièces d'or qu'on cousait dans les doublures de son truc, sauf que c'est plus des pièces d'or, c'est dématérialisé. Mais il y a toujours une patrimonialité. Alors, apparemment, on parle là avec des collectionneurs qui connaissent très bien leur affaire, avec un avocat qui connaît très bien son affaire sur le plan de la loi. On voit bien qu'il y a des tas de questions qui se posent et qui sont des questions de diffusion, des questions de droit sur la diffusion, qui sont des questions merveilleuses parce qu'elles ouvrent un champ considérable à l'exploitation de la vidéo. Et Marcus Kreis, qui a une chaîne de télévision, en est le détenteur de cette problématique. Il l'ouvre aujourd'hui, il nous ouvre cette problématique, il nous en pose le problème. La vidéo, on peut en faire quelque chose de formidable, on peut la diffuser sur le net, on peut la diffuser auprès de ses amis, on peut la diffuser sur Internet, etc. On peut en faire plein de choses, ce que vous ne pouvez pas faire forcément avec un tableau, parce que ou avec un dessin, ou alors il faudra le reproduire d'une façon qui ne sera jamais bonne, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a pas de risque sur le plan de la patrimonialité, car c'est ça le vrai problème qu'on pourrait se poser a priori. Il y a simplement à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec le droit qu'on a ou qu'on n'a pas pour diffuser et où diffuser. Alors, ce problème, moi je l'ai vécu, moi, en tant que commissaire-priseur, car je fais une vente de vidéos. Je fais un catalogue papier de vidéos. Évidemment, quand vous regardez un catalogue papier de vidéos, vous ne voyez pas les vidéos. Vous voyez une image saisie à l'intérieur d'une vidéo avec une vague définition de ce que représente cette vidéo, de son auteur, de sa date, de si elle a un certificat ou si elle n'en a pas, etc., etc. Mais je ne vous diffuse pas l'intégralité de la vidéo. On a évoqué la question tout à l'heure qu'on ne pouvait pas diffuser une vidéo en entier, même sur le mode publicitaire. Regardez Picasso, par exemple. Les ayants droit de Picasso interdisent qu'on reproduise un Picasso dans un résultat de vente. Ça complique considérablement notre boulot, parce que quand on doit estimer un Picasso, on est obligé de comparer des tailles, des sujets, des couleurs, des médiums, un dessin, voilà, est-ce qu'il est plus ou moins coloré, est-ce qu'il est bien composé, est-ce qu'on va mettre un prix sur celui qu'on a devant les yeux en le comparant à d'autres? Évidemment, c'est ça notre métier de commissaire-priseur, c'est de donner des estimations aux gens qui veulent vendre. Et si on ne peut pas voir les images, puisque c'est interdit par les ayants droit de Picasso, on est un peu embarrassé. On donne des estimations qui sont moins précises, moins subjectivement fondées, que si on avait tous les éléments pour pouvoir le faire. En l'occurrence, avec les vidéos, on ne peut pas les diffuser in extenso. On avait pensé à un moment demander à Marcus, vous mettez toutes les vidéos du catalogue en ligne. Ceux qui veulent voir verront en ligne. Mais non, c'est pas possible. Parce qu'on n'a pas forcément, comme le disait le juriste, les autorisations de chacun des artistes. Vous voyez ? Mais la patrimonialité n'est pas mise en cause par ce droit de diffusion. Elle existe. Je vous rends votre micro. Oui, merci. Mais ma question, c'était plutôt dans la dématérialisation. Le fait que, en fait, on passe... Il y avait un support matériel qui avait une valeur intrinsèque et qui n'existe plus et qui se retrouve finalement dans le contrat, apparemment, puisqu'on est propriétaire d'un contrat entre l'auteur et le propriétaire, il me semble. Je vais au début récupérer le micro parce que sinon on a deux discussions. Bon, vous voulez intervenir tout de suite?
Non, mais je dirais qu'il n'y a pas une opposition. Enfin, personnellement, je pense que je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Vincent Mapler, à l'instant. Il n'y a pas d'opposition si tranchée entre le matériel et l'immatériel. Une œuvre d'art, c'est toujours un modèle et toujours un objet en même temps. C'est toujours, c'est jamais ou l'un ou l'autre. Et je pense que même dans le cas d'un tableau, par exemple, ce qui fait la valeur d'une œuvre d'art, enfin j'en sais rien, mais la thèse de Benjamin est discutée beaucoup, c'est pas simplement l'original, c'est aussi la succession des copies qui, rétroactivement, fait que l'œuvre d'art originale gagne en valeur par la multiplication des copies, des discours, etc. Donc la documentation de l'œuvre fait partie de l'œuvre. Et donc dans le cas de l'art vidéo, je pense qu'on ne peut pas dissocier la pensée du droit, de l'économie de la diffusion, de la pensée du concept, du modèle de l'œuvre. Alors c'est ce que vient de dire Vincent Mapler. Qu'est-ce qui se passe quand on achète non pas un objet, mais un certificat? Quelle est la forme, comment dire, de patrimonialisation de ce qu'on achète quand on achète un modèle, un certificat, une signature, et que ça ouvre un formidable continent de possibles quant à la diffusion. D'ailleurs, je vois bien qu'il n'y a même pas un accord, un consensus entre les droits. Est-ce que, en clair, moi je voudrais poser une question, est-ce qu'un artiste a le droit dans le certificat qu'on achète dans une vente d'art vidéo de dire, je donne le droit, comme Laurence Wiener que tu as cité, est-ce que l'artiste peut dire, je donne à l'acquéreur le droit de l'utiliser, par exemple, de la louer à une chaîne de télévision, comme semblait le suggérer Marcus, ou pas? Hein? Pour la télé, il faut toujours demander l'autorisation. Voilà, mais c'est... Il faut même... moi, j'ai fait ça sur une chaîne de télévision pour 57 ans. Et finalement, on a dû demander aux artistes, tous les artistes, moi je l'ai fait, et puis comme ils ne voulaient pas payer de droits, il a fallu que je demande aussi une exonération de droits. Enfin bref, on a dû demander aux artistes, et d'ailleurs les artistes, ils ont, et chacun avait sa petite idée sur les choses, et en fait ce qu'ils ont fait, ils ont mis des extraits, ils n'ont pas mis l'œuvre intégrale. Vous savez, moi, je vais vous dire, à l'Internet, je vais revenir à l'Internet très rapidement, on a eu des discussions absolument interminables avec la Tate Moderne et le Stedelijk Museum à un séminaire. Et on a parlé de l'Internet, on était tous contre l'Internet pour les œuvres d'art. Pourquoi? Parce qu'on a des collections, on a des œuvres, etc. On se dit, oh bah, disons, c'est la menace. Et si on voit notre œuvre passer sur... on l'a acheté cher, on a une édition de 5, et ça va passer sur Internet. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce blins? Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour moi, l'Internet, enfin pour nous, à la fin de la discussion, on a été assagis, parce qu'on s'est dit, l'Internet a une destination différente du reste. Quelle est la destination de l'Internet? C'est la diffusion auprès des chercheurs, des enseignants, des étudiants, etc. C'est ça. Alors la qualité peut être moyenne, mais c'est pas grave. Et même si ça peut être d'extrait, c'est pour avoir une flavor of it. Vous voyez. Alors c'est un autre domaine. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il y a complémentarité entre ces modes de diffusion qui s'enrichissent les uns par rapport aux autres, qui enrichissent la valeur de l'œuvre ou pas? Est-ce que vous diriez que le fait que ce soit diffusé aussi à l'attention d'enseignants, de chercheurs sur Internet, contribue, n'est pas contradictoire avec la diffusion ou la... Marcus, je pense qu'il faut créer un marché des supports originaux, point. Alors on achète un support original et comme un tableau, il est suivi de différents droits d'exploitation par la suite, mais c'est le marché du... On achète un support original, il faut pouvoir le marquer, comme on peut marquer d'une puce, la propriété d'une voiture, enfin il faut un marqueur sur le... Il faut un marqueur, une technique de marquage, et on achète une œuvre, on achète un support original. Et ensuite, on en fait ce que la loi nous autorise. C'était avant on a un certificat, c'est-à-dire on a un certificat et comme j'ai dit, c'est-à-dire bien sûr, il y a énormément de gens qui se cassent la tête comment on trouve une solution. Et je suis sûr, il y a aussi des moyens techniques. Mais moi j'ai un peu peur, on va maintenant discuter si on met une puce en dedans ou si on met un petit marquage quelque part, c'est-à-dire et en plus il y a des intérêts différents, c'est-à-dire si je comprends bien par exemple avec Souvenirs from Earth, chaque fois que je raconte cette histoire de cette chaîne, les gens disent, mais comment vous avez trouvé des artistes? Est-ce qu'ils donnent les droits? Et Marcus, il y a combien des artistes qui ont dit oui?
C'est dans le contrat d'achat, après... Oui, mais on achète une œuvre originale, il faut pouvoir la marquer. Est-ce que les œuvres sont marquées ou repérables? Elles ne peuvent pas être dupliquées. Mais il y a sur la chaîne... pardon. Il y a sur la chaîne... pardon. Il faut que la copie soit différente de l'original. Oui, mais ça c'est dans l'art numérique. Dans l'art numérique, on ne va pas très loin avec. On ne peut pas reconstituer un état d'objet dans l'art numérique. Ça, c'est pas possible. Je crois que nous, on commence à avoir un peu plus clair. Je crois que ce qu'on a à négocier, ce qui est négociable, ce qui intéresse le marché, c'est finalement un certificat en contrat. Et ce certificat peut céder certains droits ou ne pas céder certains droits, c'est au cas par cas. L'artiste peut rendre la vidéo complètement collectionnable et diffusable commercialement et non commercialement, comme ce que je propose dans le catalogue, ou il peut le rendre utilisable d'une manière personnelle et pour une utilisation non commerciale, mais je crois que l'objet dont on parle, ou l'objet qui va dans le futur exister dans l'art vidéo, c'est une histoire de contrat, comme de toute façon dans tout ce qui concerne le droit audiovisuel. Il n'est pas assorti d'un certificat signé de l'artiste, je veux dire, il n'a aucune valeur marchande. Il faut pas... Oui, on a bien compris, excusez-moi, on a bien compris, et là, je peux vous assurer, messieurs, cette vente est avec des certificats. D'accord. Bon. D'accord, allez-y. C'est pas un problème, puisqu'on a l'accord de l'artiste. Laissez de là et après, d'accord? Oui, sur cette question, de toute façon, il y a toujours des supports. Il y a toujours eu des supports, c'est-à-dire, je parle pour la vidéo numérique. Il y a toujours eu des Betacam SP, il y a toujours eu des Betacam numériques, il y a toujours des disques durs, il y a toujours une clé USB, il y a toujours peut-être une cartouche LTO, mais en sachant que de toutes les manières, l'œuvre, il n'y a pas d'original, ça je suis désolée peut-être de casser l'ambiance, mais un master est toujours en dub master. Donc de toutes les manières, c'est l'artiste qui possède toujours et en dernier lieu la source. Donc déjà, il n'y a pas de problème. Enfin, la dialectique originale reproduction, elle n'a plus cours au XXe siècle, à partir du moment où on est justement dans les arts allographiques, dans la reproductible, et déjà avec la photographie, donc dans le reproductible, et là relire Benjamin évidemment, et d'autres, il n'y a pas d'original. Et d'autre part, mais il y a toujours des supports, donc il n'y a pas d'angoisse à avoir, il y aura toujours un support avec des droits attachés, quel que soit le support. Par contre, ce qui est important, c'est le droit attaché, ou les droits attachés. Qu'ils soient dans le cadre d'une collection privée ou dans le cadre du public, par exemple de l'État, il y a les droits patrimoniaux. Donc les droits patrimoniaux, ils sont définis d'une certaine manière, différemment du cinéma, où au cinéma, on sait que les cessions de droits sont toujours limitées dans le temps et dans l'espace, pour un droit patrimonial d'une œuvre acquise par l'État, et donc inaliénable, c'est pour toute géographie et pour ad vitam aeternam. Voilà. Donc je pense que là, c'est peut-être un faux problème de se demander s'il va y avoir un original, un certificat. Bien sûr, je pense qu'il y aura un certificat, c'est-à-dire une forme de contrat, finalement, de contractualisation, qui définit effectivement après le périmètre, je suppose, de ce qui est autorisé ou pas. Donc voilà. Par contre, et pour en finir avec cette histoire d'original ou de reproductibilité, effectivement, quand on arrive en plus dans le code numérique, c'est-à-dire on n'est plus dans l'analogique, dans le numérique, effectivement, les générations, on ne va pas dire de copies, mais même d'œuvres, là, sont quasiment identiques, puisque, effectivement, il y a peut-être une différence quand on numérise une œuvre analogique, on le sait qu'il y a des histoires de compression, enfin, c'est toutes ces, des tas d'opérations assez complexes, et donc assez problématiques d'ailleurs, parce que, voilà, numériser un film 16 mm, ça ne va pas de soi du tout. En revanche, quand on est déjà dans la création numérique, effectivement, il est encore plus difficile, techniquement et visuellement, surtout en HD, en haute définition, d'arriver à effectivement à dire que l'exemplaire 1, celui qu'on décide qu'il est 1, il est meilleur que le 2 ou le 3, puisque de toute façon, on est de toute façon dans la notion de submaster ou de dubmaster. Donc voilà. Bon, bien sûr, c'est lié avec la technique et je peux vous assurer, et peut-être si quelqu'un a des questions autour de tout ça, c'est-à-dire la question technique, on peut le discuter aussi après, parce que là, on est un peu pressé. Mais il y a une question là.
Oui, bonjour Anne-Claire, moi je suis amateur d'art et en fait ce que je voudrais savoir, parce qu'on est quand même dans une maison de vente et justement j'ai pas eu l'occasion de voir encore le catalogue, mais je voulais savoir comment on estime la valeur des vidéos et je voudrais savoir quelle est la fourchette de prix qui va dans cette vente, parce que je crois que tout le monde n'a pas vu le catalogue. Et je voulais savoir aussi au Lemaitre, s'ils acceptent de répondre, quelle est la vidéo la moins chère que vous avez achetée, le prix, la valeur, et la plus chère. Bon, là, vous avez tout de suite un catalogue et on va demander à notre expert, c'est ce qu'il a à répondre. Ah oui, et surtout comment, parce que c'est la première vente d'art vidéo en France, mais est-ce qu'il y en a eu à l'étranger beaucoup? Alors il y a quelques artistes vidéastes assez présents dans les ventes anglo-saxonnes. Alors on pense à Bruce Nauman, à Bill Viola. Il y a eu une vente digitale. Maître Wappler ne fait pas une vente branchée. Nous faisons une vente d'art vidéo, mais somme toute très classique à Drouot, avec une toute petite partie documentation. Ça pourrait être livre d'artistes. Après nous avons des œuvres d'artistes importants, œuvres de jeunes artistes multiples. Nous avons formalisé cette vente pour être quelque chose de très classique en fait, voilà, donc rien de branché. Vous avez le catalogue, vous allez voir les estimations. Pour faire simple, l'œuvre la moins chère est mise à prix à 1 €, l'œuvre la plus chère est 100 000 €. Voilà, c'est un des pionniers de l'art qui est Monsieur Fred Forrest qui le propose. Voilà, indépendamment de ces deux extrêmes, nous avons des œuvres dans des prix assez qui vont de 1000, 2000, 5000, 10 000 €. Voilà, il faut savoir, j'ai été confronté à la situation que l'art vidéo n'est pas forcément cadeau. Pourquoi? Parce que les artistes supportent des frais de production. C'est compliqué, et voilà. Donc ça c'est voilà, ça a été la problématique. Estimer les œuvres. Alors nous avons travaillé avec, je vais pas vous donner la liste de nos vendeurs, mais ce sont des artistes, des collectionneurs, des galeries, et nous avons travaillé main dans la main à la fois quand un collectionneur souhaitait se séparer d'une œuvre, ou même pour les droits justement pour diffuser sur la chaîne de télé. On a demandé aux artistes, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Je repasse le micro à Madame Lemaître. Je crois que vous vouliez répondre à la deuxième partie de la... Très bien. Votre collègue à côté Juste, pardon. On va faire l'ordre maintenant et on commence ici. Juste pour revenir sur un point, un tout petit point juridique, de toute manière, faut pas oublier que quand vous achetez une œuvre d'art, que ce soit une peinture ou autre chose, l'artiste reste toujours propriétaire de son droit moral. C'est-à-dire que le droit moral, c'est incessible. Vous avez un certain nombre de droits patrimoniaux que vous ne pouvez pas céder. Donc vous pouvez toujours avoir un contrat avec un artiste qui vous cède des droits commerciaux. Si à un moment il vous a cédé des droits commerciaux mais qui refuse que l'œuvre soit exposée d'une telle ou d'une autre manière, il peut de toute manière venir s'y opposer. Pour un tableau, si l'artiste n'a pas envie que son tableau vous le prêtiez à tel ou tel musée, il peut venir le décrocher lui-même. Ça, c'est un problème général de droit non césible. On a trouvé une manière de dire bon, c'est pas si difficile et maintenant on recommence. Non, mais juste pour ajouter quelque chose, c'est quand même une enchère. C'est pas une vente d'une galerie, il faut le dire. C'est-à-dire, tout le monde a la possibilité de se rendre là le 29 et de chercher sa chance. C'est-à-dire, vous pouvez, je suis sûr, aussi acheter une vidéo pas du tout chère qui a une bonne qualité. C'était une question là. Une petite question à notre juriste. Merci. Vous aviez parlé de TVA pour une œuvre à 12 exemplaires. Vous comptez dedans les exemplaires d'artistes ou pas? Et la deuxième question sur ce sujet juridique, est-ce que c'est éligible à l'ISF ou non? Est-ce qu'il faut déclarer? Puisque malheureusement, nous sommes le seul pays en Europe à avoir une solidarité à payer en impôts. Vous me collez sur cette question parce que de mémoire,
Je n'ai pas la réponse. Si c'est 12 plus 2 épreuves d'artistes, probablement. Probablement. Mais je vous donnerai ma carte et vous m'enverrez un email, je ferai une recherche précise. Voilà. Une ébauche de réponse. Vraiment, c'est 8 plus 2 plus 2, 8 plus 2 épreuves d'artistes et 2 hors commerce. Je crois que le total, c'est 12. C'était la question, oui. Ça date de 1965, la loi. Vous avez acheté beaucoup, c'était comment? Pardon, j'ai pas compris. C'est-à-dire la question de monsieur, oui. Vous pouvez répondre, c'est-à-dire ses propres artistes. Non, nous, ce qui se passe, c'est que, si vous voulez, je vais vous dire une chose. Ça fait quand même assez longtemps, depuis 1996, qu'on collectionne la vidéo. Si on s'était posé toutes ces questions-là, on n'aurait pas fait de collection. Alors, bon, c'est très bien, je comprends qu'on se pose des questions, je comprends qu'on essaie de préciser un certain nombre d'aspects. Mais franchement, si vous voulez vendre de la vidéo pendant la vente, salle des ventes, il faut quand même que les gens soient un peu plus motivés. Hein? Comme nous. Nous, on ne s'est pas posé des questions sur la conservation, sur la copie, sur tout le bastring, etc. Nous, on a acheté, point, on aime, on achète. Parce que on dit une chose, when there is a will, there is a way. Quand on a la volonté, on peut. Point. Je remercie l'enthousiasme et la passion de Jean Conrad. Mais répondez-moi sur l'ISF, s'il vous plaît. Bon, c'était prévu. C'était prévu. La vente, une œuvre de Bill Viola, ça va me coûter 100, 200 000, 300 000 euros. Je déclare ou je déclare pas. Non, mais messieurs. Vous en avez une autre à 100 000, vous aviez dit. Messieurs, cette proposition, je trouve très honorable, messieurs. Messieurs, c'était la vente, c'est le 29, et avant le 29, vous avez une réponse. Non. Sur la première question, sur la question du nombre. On n'a pas répondu. Mais par contre, sur l'ISF, les œuvres d'art, en règle générale, ne rentrent pas dans la question de l'ISF, donc la question ne se pose pas pour la vidéo. Oui, comme sauf que vous avez dit que ce n'était pas décrit dans le décret de 95, je sais pas quoi. Non, c'est pour ça que l'histoire des 12, je ne sais pas exactement. Non, enfin, mais là-dessus, si vous me donnez une carte, j'irai chercher. Et simplement, pour contrarier un petit peu Jean Conrad aussi, de fait, le certificat fait toute l'affaire, si je peux dire, de la patrimonialité. Néanmoins, sur la valeur, puisqu'on est dans une vente aux enchères, il y a tout ça qui est derrière, c'est clair que la diffusion à grande échelle des œuvres ne peut que diminuer la valeur d'une œuvre au bout du compte. Alors, certes, au niveau intellectuel, ça l'enrichit, je suis tout à fait d'accord, parce que quand tout le monde connaît, c'est beaucoup mieux, mais permettez-moi, vous qui parliez de la Chine, je vous fiche mon billet qu'en Chine, on va avoir fait des copies pirates autant qu'on en veut. Voilà. Et on aura peut-être même des certificats pirates d'ailleurs. Doucement. Si avant tout le monde... excusez. Ce ne seront que des copies. Marcus, essaye de retrouver l'ordre ici. Moi, je crois que c'est un combat perdu d'avance parce qu'on est dans une époque où les images règnent, et notamment les images qui sont diffusées sur Internet. Essayer de recréer une rareté sur une œuvre numérique, c'est perdu d'avance. Donc il faut trouver d'autres moyens de fonctionner. Et je crois que là, c'est un peu le sens de notre panel aujourd'hui. C'est poser la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour remplacer ce que faisait à l'époque la valeur d'une œuvre parce qu'elle était unique, qu'est-ce qu'on peut faire pour le remplacer? Je crois qu'aujourd'hui, essayer quelque chose artificiellement, c'est complètement contre nature. Et par exemple, les artistes qui sont sur la chaîne, ils sont tous complètement conscients que, bien sûr, on ne peut pas limiter. Donc, ils cherchent la diffusion la plus large possible. La chaîne contribue, comme d'autres sites, à l'engouement de l'art vidéo, et on va gagner avec la masse grandissante du public. Et je crois que, le pari, c'est qu'une œuvre qui est bien connue par les chaînes, par Internet, etc., à un moment donné, le pari, c'est que, puisque c'est de l'art,
ça gagne en valeur puisque c'est connu. Et ça, c'est qui peut-être aussi distingue, ça c'est une autre définition, mais ce qui distingue peut-être l'œuvre d'art vidéo à une œuvre audiovisuelle, télévision au cinéma, qui est là pour entertainment, ça veut dire une fois, deux fois vu, c'est bouclé. Une œuvre d'art vidéo normalement bonne, on a le plaisir de la regarder de nouveau et de nouveau, comme une toile de Matisse qui est exposée au Pompidou. Pardon. Monsieur... Non, excusez-moi si je suis un peu strict là, parce que sinon, tout le monde. Est-ce que je peux avoir cette question-là et après... Oui. Je voulais juste savoir pour l'exposition, est-ce qu'il y aura autant de moniteurs que d'heures, savoir comment vous allez organiser l'exposition. Bon, ça c'est une réponse là. Alors, comme je disais tout à l'heure, nous ne faisons pas une vente branchée, donc vous n'allez pas vous retrouver à Disneyland ou au VIP Room rue de Rivoli. Donc il y aura des moniteurs, toutes les œuvres seront visibles, elles le sont déjà sur la chaîne de télé Souvenirs from Earth, ou en tout cas des extraits. Donc nous allons montrer les œuvres comme nous devons les montrer, mais toutes les personnes intéressées par certains artistes, par certaines œuvres, on a des petites pépites qui avaient été montrées au Salon de Montrouge, vous pourrez les demander. Voilà, mais nous ne voulons pas faire une boîte de nuit. Voilà. Et alors, je vais redonner le micro à Thomas et. C'est juste pour finir de répondre. Je crois qu'il est de toute manière hors de question. On a à peu près 159 vidéos dans le catalogue. Il est à peu près hors de question de montrer 159 vidéos en même temps, de leur priver pour certaines du son. C'est pas de ça dont il s'agit. C'est-à-dire qu'on va avoir effectivement un certain nombre d'écrans. Les gens qui viennent à une exposition vont vous dire, ben voilà, moi je souhaite voir le lot 52, la vidéo de tel artiste. On pourra l'installer derrière un écran d'ordinateur, lui passer cette vidéo-là. Et rien n'empêchera d'avoir certaines vidéos qui tourneront entre guillemets en boucle sur 4 ou 5 écrans. Mais il est évident qu'on ne va pas tout montrer en même temps. C'est pas possible. Et donc pour terminer là-dessus, je vais paraphraser Monsieur le Maître. Vous regardez, il y a des choses super. Vous regardez si c'est dans vos budgets, quelles sont les œuvres, les artistes. Et puis après, il faut se lâcher. C'est pas super compliqué. Je vous ai dit 1 euro à 100 000 euros. Je vais passer la parole à. Vous avez un micro. Alors. Allez-y, on parlait tout à l'heure avec Marcus des droits, des certificats. Alors vous avez, je crois, une offre de certificat 2.0. Oui, bonjour. Je m'appelle Anderson, je suis suédois. J'ai rencontré tous ces problèmes avec droit. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai eu une vidéo la première fois, je n'ai compris pas de quoi il s'agissait, combien j'ai payé, et je pouvais le revendre. Alors, pour le résoudre, j'ai commencé à créer une application. Je ne parle pas d'art vidéo, je parle d'art digital. Le truc, c'est pour, comme monsieur est là, pour identifier et pour donner la légalité dans tout ce domaine. Et c'est basé sur une technologie qui peut signer les arts vidéo numériques qui correspondent aux exigences de légalité de la communauté européenne. Alors, un artiste peut enregistrer son œuvre. Il peut alors prouver que c'est lui qui est le créateur. Il peut prouver son droit sur l'intellectual property. Il peut donner toutes les explications, toutes les exigences qu'il va donner à cette œuvre. Et après, c'est vraiment une preuve dans la loi, comme une voiture qui est immatriculée. C'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il peut prouver. Ensuite, il peut aussi, dans ce registre, dire « je vais faire 6 copies », par exemple. Et il peut donner chaque copie une identification précise. Il peut donner tous les droits, les exigences, dans des contrats qui correspondent à chaque copie, s'il le veut. Et après, il peut transférer cette œuvre à quelqu'un d'autre qui doit accepter « j'ai acheté cette œuvre avec ces conditions ». Et les conditions peuvent changer si c'est ça dépend du tirage, où cet artiste se décédé.
il peut dire, vous pouvez seulement le montrer à la maison, vous pouvez le montrer n'importe où, vous pouvez même faire des copies. C'est à l'artiste qui peut donner ce... J'ai compris. Oui, oui. Oui. Bon, c'est-à-dire, si je comprends aussi, c'est... Vous avez déposé le procédé, C'est Wikipédia pour des artistes vidéo et pour les collectionneurs et pour les acheteurs. Moi, je propose qu'on arrête là parce que c'est peut-être plus utile. Tous les intervenants restent encore un certain moment. Vous pouvez poser des questions personnelles à tout le monde ici. Et moi, je veux bien remercier tout le monde qui est venu, tout le monde ici qui est comme intervenant. Aussi la Maison Wappler qui a à la base initié tout ça. Et juste un mot à la fin, c'est-à-dire, je pense, on a compris, on est dans une période de transition avec Vidéo d'art. Et à la base, tout est possible, mais il ne faut pas oublier, il faut avoir toujours un artiste. Merci, au revoir. Non, c'est pas